C'est vers Dieu et vers les bons esprits pour qu'ils puissent nous aider dans ce cours d'aujourd'hui à comprendre ces enseignements qui nous ont été apportés par divers missionnaires, enseignements qui portent sur les lois de la nature, en particulier celles qui gouvernent le monde spirituel et les relations entre le monde spirituel et le monde incarné. Que cette compréhension puisse avant tout nous aider à comprendre le but de la vie et aussi à travailler pour chaque jour être un petit peu meilleur que la veille et que la même chose puisse se produire avec les esprits qui peuvent être avec nous aujourd'hui. Voilà. Donc, nous sommes le 25, déjà le mois de janvier est déjà passé. On a vu introduction, donc le contexte historique, on a vu qu'est-ce que c'est que le spiritisme, quel est son but, on a vu les points principaux de la philosophie spirit. Et aujourd'hui, donc, on va voir, refaire un peu d'histoire, voir les phénomènes médiumniques qui ont précédé le spiritisme, donc en particulier Heidsville et les tables tournantes. Et alors, on avait dit la dernière fois que le spiritisme, bon, c'est un mot nouveau pour une chose nouvelle. En fait, c'est la chose nouvelle, c'est pas le phénomène en soi, puisque les phénomènes spirites de la médiumnité existent depuis que l'être humain existe sur la Terre. Mais que ce qui est nouveau, par contre, c'est l'abordage un peu plus méthodique. On verra la méthode dans un des prochains cours. De l'observation, de voir des effets, d'essayer de remonter aux causes, enfin une observation rationnelle, quoi, parce que jusque-là, c'était plus considéré comme du prodige, du miracle, du surnaturel. C'est la grande différence qui a été apportée par Kardec. Et ça, c'est certainement quelque chose qui a été programmé par les esprits qui sont là et qui gouvernent, entre guillemets, notre planète. Et donc, il y a eu les préliminaires, le contexte historique, comme on l'a vu, les révolutions, euh, le fait de pouvoir acquérir une certaine liberté d'expression, le développement de la science, du rationalisme, qui était nécessaire. Avant, ça aurait été trop tôt. On a vu Swedenborg, je crois, la dernière fois. Est-ce que c'est la dernière fois qu'on a vu Swedenborg ou la fois d'avant? Je crois la dernière fois. Et donc, voilà, il n'a pas été brûlé sur un bûcher, mais c'était, voilà, à l'époque où il y avait des régimes avec des rois un peu partout, c'était pas les conditions idéales pour que le phénomène se multiplie et soit divulgué. Et donc, le 19e siècle était donc plus propice, plus ouvert. Il y a eu des révolutions un peu partout, des systèmes qui se sont démocratisés avec une liberté d'expression, etc. Une pression moins forte de la part des religions traditionnelles. Et donc, c'est là où les esprits ont organisé une espèce de ce que Arthur Conan Doyle, dans son livre, il appelle une invasion de phénomènes qui se sont produits et multipliés partout dans le monde. Et historiquement parlant, les spirites et les spiritualistes modernes anglo-saxons sont d'accord pour considérer que le point de départ de cette invasion, c'était les phénomènes qui ont eu lieu à Hightsville. Donc, c'est une petite ville de l'État de New York. L'État de New York, c'est un État. Vous avez la ville de New York avec Manhattan, c'est à l'extrême sud. Mais l'État de New York, il est immense. En fait, il remonte vers le nord jusqu'au Grand Lac. Et Hightsville, c'est près de Rochester, donc qui est plutôt du côté des Grands Lacs, plutôt au nord de l'État de New York. Donc, ça va faire à peu près 1000 km de distance de la ville de New York. Et donc, c'est là où il y a eu, dans la maison de cette famille Fox, qui était adepte de la religion méthodiste, si je me rappelle bien,
un phénomène de maison hantée, comme on dit couramment, hein. C'est des phénomènes qui se produisent. Poltergeist. Poltergeist, voilà, c'est ça. Et polter, ça veut dire poltern, ça veut dire remuer, secouer, et Geist, c'est esprit, quoi. C'est un mot allemand qui dit le remue-ménage causé par des esprits. Et donc, ces phénomènes, qui ont commencé à déranger la famille, ils n'arrivaient plus à dormir, ça tapait la nuit, des coups dans les murs, dans les planchers, partout. C'était une famille donc où il y avait 3 filles, hein, Margaret, Kate et Lee, si je me rappelle bien. Et donc, ils ne savaient plus trop quoi faire, quoi. Ils sont même allés commencer à dormir ailleurs parce que la maison était invivable. Et un jour où ils étaient dans leur maison, quand ils entendaient des coups frapper, il y a la plus jeune des filles qui s'appelait Kate, qui a commencé comme une sorte de dialogue avec l'esprit. Ah, tape 3 fois. Et on entendait 3 coups, tape 5 fois, on entendait 5 coups. Vous voyez, c'était le premier phénomène. Donc, c'était un phénomène, les poltergeists en général, c'est spontané, quoi. Et là, une petite fille, certainement inspirée, et là, commençait à entamer un dialogue avec le poltergeist, si on peut l'appeler comme ça, quoi. Et c'est là où ils se sont rendus compte qu'en fait, derrière ce ramdam, il y avait quelque chose qui n'était pas aléatoire, mais au contraire, quelque chose qui était intentionnel, voulu, intelligent. D'accord? Et donc, c'est le 31 mars 1848 que ça a eu lieu, hein. Voilà. Alors, ils ont appelé la police, ils ont appelé les voisins, après ils ont appelé la police, après les journaux s'en sont mêlés, il y a des religieux qui sont venus, qui ont dit que c'était le diable, enfin, ça a été fortement médiatisé là-bas, ça a fait un ramdam au sein de la petite société locale qui s'est petit à petit élargi dans la région, aux États-Unis et même dans le monde entier, hein. Les journaux en ont parlé un petit peu partout. Et donc, il y a eu des gouverneurs et tout ça, on dit, bon, ils ont fait appel à des scientifiques sérieux, hein, pour aller voir, hein, et faire une enquête. La police n'avait rien trouvé. Et ces scientifiques, pareil, il y en a 2 ou 3 qui sont allés voir et analyser, regarder, observer la maison de fond en comble et tout. Ils ont bien vu qu'il y avait les coups frappés et ils n'ont absolument pas réussi à trouver leur origine. Par contre, ils ont donc attesté de la réalité du phénomène. Alors, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Enfin bref, ça a fait une grosse polémique. Et donc, c'est ça qui, entre guillemets, s'est éparpillé de par le monde et le point de départ de tous ces phénomènes, du spiritualisme moderne et du spiritisme. Et donc, après, ils se sont rendus compte aussi que parmi les 3 filles, il y en a l'une ou l'autre qui était la cause, enfin qui participait à la cause du phénomène. C'est-à-dire quand elle était là, ça fonctionnait, quand elle n'était pas là, ça ne fonctionnait pas. Et donc ils ont organisé des séances publiques, des démonstrations publiques dans des grandes salles de la région. Mais là aussi, le fanatisme s'en est mêlé, religieux, sceptique ou autre, et a fait que il y a un moment où c'était même devenu dangereux, quoi. Il commençait à y avoir pas des bagarres, mais ça chahutait dans la salle. Enfin bref, c'était le point de départ de ces phénomènes-là, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce phénomène? Alors, vous devez avoir voilà, le détail extrait du livre d'Arthur Conan Doyle. C'est lui qui fait le récit le plus précis sur ce qui s'était passé, puisqu'il était allé sur place pour faire une enquête, et puis c'était encore relativement récent, quoi. C'était à peine quelques décennies plus tard, hein. Voyez, voilà. Monsieur le pied cassé, split foot, en fait, c'était un surnom qu'on utilisait pour les porcs, quoi, parce que les porcs, ils ont les pattes cassées, ou split, c'est pas vraiment cassé, mais c'est fendu, quoi, hein.
fais comme moi, en tapant dans les mains, et puis le bruit donc qui a accompagné ce que faisait la petite. Hein. Compte 1, 2, 3, 4, etc. Es-tu un esprit? Si oui, donne 2 coups, sinon donne un coup. Hein. Et voilà. Hein. Est-ce que si tu es un esprit assassiné, donne 2 coups. Voilà, tu as essayé d'assassiner dans cette maison et encore une fois eu 2 coups. Et donc, c'est par ce moyen-là qu'elles ont réussi à obtenir des réponses en récitant l'alphabet et puis donner 2 coups quand c'était la lettre qui allait bien, qui s'appelait Charles Rosma et que c'était un colporteur qui avait été assassiné par l'ancien propriétaire de la maison et dont le cadavre a été caché quelque part dans la cave. Hein. Donc, voilà le récit de ces expériences, quoi. Voilà. Et donc, c'était quelque chose qui vraiment se produisait, où les gens qui venaient voir voyaient et entendaient, quoi. Aujourd'hui, une des difficultés, justement, de ce genre de phénomène, hein, RSPK, ils disent aujourd'hui, hein, c'est Recurrent Spontaneous Psychokinesis. C'est la terminologie utilisée par les parapsychologues. Ben souvent, quand il y a des chercheurs qui vont voir, le phénomène ne se produit plus, quoi. Hein. Mais là, en fait, il se produisait, quoi. Hein. C'est ce qu'on appelle en parapsychologie l'élusivité des phénomènes psy. Voilà, je me base sur le dernier bouquin qu'ils ont sorti, là, à, à, à l'IMI, hein, l'Institut Métapsychique International. Enfin, en fait, c'est publié chez Duno. Oh, c'est publié chez Duno. Et donc, ils expliquent, voilà, c'est un peu le grand manuel, tous les différents types de phénomènes. Et puis, ces phénomènes-là de poltergeist, de maisons hantées, ça rentre dans cette catégorie de RSPK, Recurrent Spontaneous Psychokinesis. Euh, voilà. Et ce qu'ils disent, d'ailleurs, c'est quand on essaye de les filmer ou de les enregistrer, c'est justement là qu'ils ne se produisent plus. Je n'ai pas encore réussi à trouver une explication spirit à cela. Je pense que les esprits mettent un peu la pédale douce sur ce genre de phénomène aujourd'hui. Les esprits, on parle d'esprits supérieurs, hein, parce que voilà, il faut que les observateurs soient prêts pour en comprendre les causes. Et aujourd'hui, comme on le voit d'ailleurs très bien dans ce manuel-là, le mot spiritisme, il est peut-être cité 3 ou 4 fois. Et quand il parle, il y a tout un chapitre qui explique voilà, les différentes théories qui peuvent expliquer ces phénomènes. Eh ben, il y a la théorie spirit, elle n'est pas exposée, quoi. C'est-à-dire qu'ils se cantonnent vraiment dans une approche matérialiste et ils ont comme ils disent, une prudente réserve par rapport aux explications spirituelles qui font intervenir une âme qui est indépendante du corps et qui n'est pas matérielle au sens de la matière telle qu'on la comprend, la matière tangible. Hein. Voilà, alors bon, c'est pour ça que je trouve un peu dommage. Ça montre que ben, les parapsychologues étudient ce genre de phénomène, mais ils ne sont pas encore prêts à aller euh, dans cette hypothèse-là. Alors, pourquoi et comment et quel est le meilleur moyen de les y amener? Je pense que les esprits le savent mieux que nous et ils doivent avoir de bonnes raisons pour organiser, entre guillemets, cette élusivité des phénomènes, hein, à moins que cette élusivité ne soit dans le principe même du phénomène. Hein. Pour les phénomènes de poltergeist, je déborde un petit peu par rapport au cours. On peut très bien comprendre l'élusivité par le fait que cet esprit de Charles Rosma, ben, c'était un esprit en souffrance qui a été assassiné ici et qui a organisé ce ramdam pour essayer d'attirer notre attention, pour pouvoir l'aider et tout. À partir du moment où on l'aide, on fait des prières pour lui, ben, il comprend, hein, il se retrouve dans le monde spirituel et puis il continue son chemin et il arrêtera de faire le ramdam. Donc ça c'est une des explications claires pour cette élusivité. Mais il n'y a certainement pas que ça, il doit y avoir plus de choses. Et c'est un domaine où j'avoue que je suis curieux d'en savoir un peu plus, quoi. Comment s'explique cette dite élusivité, hein. C'est comme l'anguille, quand on essaie de l'attraper, hop, elle file. Hein, de ces phénomènes-là. Voilà. Donc,
Voilà, ils ont failli être lynchés, les pauvres, parce qu'évidemment, les religieux disaient que c'était le diable. Après, il y en a qui ont cherché à faire de l'argent sur leur dos, à organiser des spectacles payants. Enfin, c'était, voilà en gros ce qui s'était passé, hein. Et donc, c'est là où le mouvement spiritualiste, c'est ce en Angleterre, en États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils ne parlent pas de spiritisme, mais ils parlent de spiritualisme moderne et donc de spiritualiste moderne, hein, une façon, comment dire, un spiritualisme qui non pas religieux, mais basé donc sur l'observation de la médiumnité et de ces phénomènes-là. Voilà. Parmi les intellectuels qui sont venus, vous voyez, il y avait le juge Edmonds, hein, un juge, hein, rien de moins, un professeur qui s'appelait Mapes, hein, un autre professeur qui s'appelle Robert Hare, un savant qui s'appelait Robert Dale Owen, entre autres, hein, et ils ont écrit des livres, hein, ils ont écrit des livres en disant voilà ce que j'ai observé, voilà ce que j'ai vu, voilà les précautions que j'ai prises, donc pour attester l'authenticité du phénomène. Voilà. Donc, c'était ce que Conan Doyle a appelé l'invasion des esprits. Alors, ces phénomènes-là, bon, bah, sont venus en France, et donc tout le monde, et partout en Australie, enfin, ça fait vraiment le tour du monde. Et donc, il y a plusieurs, ça a attiré la curiosité. Et en France, le phénomène, en fait, il a changé, il a pris un autre aspect. C'était pas des maisons hantées, mais les gens s'asseyaient autour d'une table ou d'un guéridon pour le faire bouger, le faire tourner, quoi. Donc, cet épisode dans Hydesville, dans les années donc 1950, ça a donné cette vogue des tables tournantes en France. Alors à l'époque, le divertissement, bon, il y avait déjà le théâtre, il y avait la musique, les orchestres, mais il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de cinéma encore. Donc les divertissements des gens, c'était de faire des réunions dans les salons. Et donc les personnes qui disposaient d'un salon, enfin d'appartements spacieux et confortables, essayaient d'inviter un maximum de gens, et notamment des célébrités. Et donc, comme il y avait beaucoup de concurrence dans ces invitations, dans ces salons, ben, ils cherchaient à faire des choses un peu en dehors de l'ordinaire, justement pour attirer les gens. Et donc, un des moyens qu'ils utilisaient pour attirer les gens, c'était de faire des expériences, de faire tourner des tables, hein. C'était cette mode des tables tournantes. Et donc là, les gens voyaient le phénomène, interrogeaient les tables, recevaient des réponses, mais c'était un divertissement, quoi, hein. C'était des questions futiles, comme on dit, un passe-temps, hein. Et bon, après, ben, quand les gens se sont lassés, ils sont passés à autre chose. Mais ça a quand même duré assez longtemps, quoi. C'est-à-dire, ça a commencé en 51, 52, et ça a duré en 1860, il y en avait encore, notamment dans le salon de Mademoiselle Huet, et réunion auquel Mademoiselle Huet elle participait de la Société parisienne des études spirites, donc avec Allan Kardec. Allan Kardec s'intéressait plus du tout à l'époque, enfin 1862, au phénomène physique, quoi. Lui, c'était la médiumnité, la psychographie, les questions-réponses pour avancer dans la théorie, dans les concepts, et puis obtenir des éléments pour écrire ses livres, hein. Alors que Mademoiselle Huet, dans son salon, elle faisait encore tourner les tables. Et donc Camille Flammarion, qui était allé qui était membre aussi de la Société parisienne des études spirites, fin 1861, si je me rappelle bien, a connu Mademoiselle Huet et a participé aussi aux séances dans les salons de Mademoiselle Huet. Et il a fait des comptes rendus. Et donc ces comptes rendus, il y en a deux, hein, premier volume et deuxième volume. Vous pouvez les retrouver à la Bibliothèque nationale de France. Quand vous cherchez Camille Flammarion, vous classez par date. Vous verrez, ils sont dans Gallica, ils sont déjà digitalisés. Comme ça, vous pouvez les lire. Et donc, vous voyez le genre de trucs qu'il y avait, le genre de questions qui étaient posées, le genre de réponses qui étaient données. Il y avait parfois des messages assez longs, il y avait des poésies. Voilà, c'était ça pour vous donner une idée de ce que c'était que ces tables tournantes. Voilà. Bon, après, vous avez d'autres personnes qui se sont intéressées
aux phénomènes, hein. Donc, notamment, il y avait Faraday, qui est bien connu des électriciens et des physiciens. Il y avait Chevreuil. Alors lui, par contre, je ne sais pas pourquoi il est en jaune, je n'ai pas réussi à l'identifier. Le comte Agénor de Gasparin, donc il y avait des notables, le marquis Eudes de Mireville, l'abbé Moignot, donc il y avait des religieux, hein, qui s'y intéressaient. Arago, donc c'était un astronome, hein. Babinet, je me souviens plus ce qu'il était. Donc d'autres scientifiques qui ont étudié la chose et voilà, avec des résultats différents selon le cas, hein. L'Académie scientifique, je crois qu'il y a dans le recueil de l'Académie, vous avez des rapports qui sont assez négatifs en disant que les phénomènes ne sont pas authentiques, etc. Par contre, Eudes de Mireville, il a écrit plusieurs livres sur le sujet. Et donc, lui, au contraire, en étant positif, en montrant l'authenticité des phénomènes, mais sans aller jusqu'à analyser la cause, hein. Voilà. La majorité des académiciens regardant les phénomènes avec supériorité et dédain, hein. C'était le, ils n'y croyaient pas, quoi. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, hein, dès que vous venez avec ce genre de phénomène, c'est ce qu'on voit dans ce grand manuel de la parapsychologie. En fait, les parapsychologues souffrent beaucoup du dédain de leurs collègues scientifiques, hein. Malgré tous les efforts qu'ils font à faire des protocoles extrêmement sophistiqués, même plus sophistiqués que ceux qui sont utilisés dans les recherches scientifiques dans d'autres domaines, eh ben, ils sont toujours considérés comme, comment dire, avec dédain. Voilà, c'est ça. La résistance matérialiste est vraiment très forte. Donc là, vous avez les références, hein. Donc vous avez Delanne, le livre qu'il a écrit, Le phénomène spirit, que vous trouverez aussi sur l'encyclopédie Spirit. Vous avez Arthur Conan Doyle, Histoire du spiritualisme, et des livres aussi qui ont été écrits en portugais. Voilà. Et donc, là, on parle du livre Alan Kardec, donc, qui existe traduit en français en 2 tomes, hein. Vous pouvez les trouver chez Jean-Pierre Pipineau. C'est une biographie d'Alan Kardec où les premiers chapitres parlent aussi de ce sujet. D'accord? Voilà. Après, bon, maintenant, vous avez aussi un autre site qui est intéressant qui s'appelle Retro News. Et donc, il y a un travail énorme de digitalisation des journaux, de la presse. Et vous avez de plus en plus de journaux. Alors, Retro News, il y a une partie gratuite, hein, et si on veut faire des recherches sophistiquées, il faut s'abonner. Alors, moi, je suis abonné. Si jamais vous voulez faire une recherche et vous ne voulez pas vous abonner, je peux vous la faire. Mais ça ne coûte pas très cher, hein. Je crois que c'est 10 ou 20 euros par an, quelque chose comme ça. Et donc, quand vous cherchez, par exemple, table tournante dans les journaux entre 1850 et 1860, ben vous verrez, il y a des centaines d'occurrences, hein, d'articles qui ont été écrits dans les journaux à cette époque sur le sujet. Voilà. Bien. Bon, alors évidemment, voilà, le Saint-Office, hein, vous voyez, en 1856, ont condamné ce genre de pratique, hein, parce que ça commençait à leur faire de l'ombre, ça commençait à dévier l'attention des gens par rapport à l'Église, hein. Et après, ils ont cherché, voilà, soit c'est le diable, soit c'est l'hypnotisme, etc., hein. Voilà. Et traitaient d'hérétiques, carrément, les personnes qui produisaient ces phénomènes-là et qui les divulguaient, quoi. Voilà. Après, vous avez ce qu'a dit Kardec lui-même, hein. Donc, dans les œuvres posthumes, il y a l'histoire du spiritisme, hein. Donc, référence numéro 10. Voilà, ah ben non, c'est dans le livre des esprits, l'introduction, item 3, où il disait, ben, c'était les objets qui bougeaient, c'était les tables. Alors pourquoi les tables? Parce que c'est l'objet le plus pratique pour s'asseoir autour, quoi. C'est fait pour, hein. Mais il y a d'autres objets qui bougeaient. Il y avait des instruments de musique, il y avait des accordéons qui bougeaient, qui lévitaient, des trompettes. Enfin, c'était un peu tout euh, qui bougeait sans cause apparente, hein.
Et aussi, ils entendaient des coups, soit dans les objets, donc dans la table, soit dans les murs, dans le plafond, ou alors carrément des coups comme ça qui avaient l'air de sortir dans l'air quelque part, hein. Et donc, voilà, donc ces bruits insolites, et c'est ça qui attirait la curiosité des gens. Et après, ben, le phénomène a pris un peu une autre tournure. Ben, comme on l'a vu avec les sœurs Fox, ils ont commencé à poser des questions, ils ont obtenu des réponses, quoi. Donc, la première fois que Alan Kardec a entendu parler de ça en 1855, il a dit, bon, qu'une table bouge, je veux bien le croire, mais qu'une table donne des réponses intelligentes, il faut me prouver que la table a un cerveau, sinon j'y croirais pas, quoi. Hein, donc, parce qu'il n'avait pas, il avait pas encore, c'était au tout début, hein. Donc, il a quand même accepté l'invitation d'un ami un peu plus sérieux que le premier qui lui en avait parlé de façon un peu loufoque. Et donc, il a vu lui-même les tables bouger, il a vu lui-même les questions posées, les réponses données. Et bon, comme il avait le sens de l'observation, il a vu qu'il n'y avait pas de triche, pas de truc. Il a regardé les personnes. C'était un endroit où personne n'avait intérêt à tromper personne. Voilà, donc il a vu le phénomène dans des conditions il était tout de suite convaincu de l'authenticité. Et le raisonnement qu'il a fait, c'est, bon, il y a un effet intelligent qui doit avoir une cause intelligente. Et donc, c'est ça qui a fait tilt chez lui en disant, maintenant, je vais essayer de chercher cette cause. Et il avait tout de suite compris que derrière ces phénomènes futiles d'amusement, il y avait une chose sérieuse et il y avait potentiellement des réponses aux questions fondamentales, philosophiques et existentielles qu'on se posait dans l'humanité, hein. Et donc, c'est 1855, 2 ans après, ben, il a réussi à réunir les éléments nécessaires pour écrire la première édition du Livre des Esprits avec 500 questions et réponses. Voilà. Voilà. Après, bon, bah, il y avait des réponses un peu plus développées, les lettres de l'alphabet. Alors, c'était pénible, hein, fallait réciter l'alphabet et puis attendre, par exemple, qu'il y avait beaucoup de Z, ou soit il fallait que la table tape 23 coups, soit réciter l'alphabet jusqu'à Z pour entendre le coup, c'est le Z. Vous imaginez, pour faire un texte de 3 pages, on y passe des heures, hein. Et donc, après, ils avaient changé, ils avaient pris une, un panier, hein, sur lequel ils avaient mis un crayon, hein. Et puis donc, le médium mettait la main sur le panier ou la corbeille, hein, et puis donc ça, les mouvements faisaient que le crayon, il écrivait sur le papier. Et en fait, c'était des écritures comme ça en spirale, hein. Et on a encore retrouvé, enfin, il existe des images donc d'écritures qui ont été obtenues comme ça. Alors, c'était un peu plus pratique, mais c'était quand même pas terrible, quoi. Et c'est un peu plus tard, ben, qu'ils ont dit, le médium prend carrément le crayon dans la main et écrit directement, quoi. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à obtenir les renseignements. Et puis comme la petite Kate Fox, elle a dit, ben, la cause du ramdam, c'était en demandant enfin, au ramdam d'où tu viens, le ramdam a répondu, je suis un esprit. Et ce genre de réponse s'est multiplié aussi dans toutes ces expériences, ces observations de table tournante. Qu'est-ce qui créait ça? Ben, nous, on est des esprits, on était comme vous, on est morts, maintenant on est dans le monde spirituel et on utilise ces moyens-là pour se communiquer à vous. Donc, ce n'était pas une hypothèse préconçue, c'est le phénomène lui-même qui a donné cette réponse, hein. Voilà. Et donc, c'était ça, quoi, hein. C'était la phase initiale de ces phénomènes, donc qui a créé tout ce mouvement spirit et spiritualiste, donc qui a donné naissance à la fois au spiritisme et au spiritualisme moderne. Voilà. Voilà, donc vous voyez, en 1853, ben, c'est là où vraiment pratiquement tout le monde le faisait, hein. C'était plus un passe-temps qu'autre chose et personne ne cherchait à approfondir les études. Alors, vous avez un autre auteur qui s'appelle le baron de Guldenstube, hein. Lui, il avait observé un autre phénomène qui s'appelait l'écriture directe. En gros, il prenait une feuille de papier blanche, hein, où il n'y avait rien dessus, il la pliait même, il mettait parfois une mine de crayon dedans, et il mettait ça dans une boîte scellée.
hein, donc le papier blanc, etc. Et donc, ils faisaient leur prière, enfin, leur concentration, etc. Et à la fin, eh ben, ils ouvraient la boîte et il y avait quelque chose qui était écrit sur le papier. Et c'était des messages avec des textes, avec des signatures, etc., qu'ils ont pu faire des recherches complémentaires pour essayer de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière, quoi. Et donc tout ça, ce sont des choses qui datent de 1855, 56, 57, le livre des esprits, hein, euh, quand Kardec il avait les éléments, enfin Rivail à l'époque, hein, avait les éléments suffisants pour les mettre dans un bouquin. Christophe? Micro. Oui, j'arrive, 2 Oh, secondes, parce pardon. que j'ai la main Désolée. occupée. Désolée. Euh, j'ai un petit peu de mal avec à quantifier, tu sais, parce qu'aujourd'hui, on est tellement sur Internet qu'on peut avoir une information en quelques secondes qui vient du bout du monde. Euh, Là, tu dis, oui, effectivement, 1855. À partir de... comment il s'appelle? Conan Doyle a dit que c'était une invasion. Tu as parlé d'Australie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au moment qu'on connaît le mieux, enfin, qu'on explique le mieux, c'est ce qui s'est passé en France, j'ai du mal à m'imaginer ce qui se passait en dehors de la France, c'est-à-dire dans le monde entier. Est-ce qu'il y avait aussi des centres qui commençaient à se créer, puisqu'on a dit que Kardec avait récupéré aussi dans pas mal de centres, dans des pays étrangers, des questions qui avaient été posées. Par quels moyens il les a eues? Parce que on n'avait pas Internet ni Google à l'époque pour recevoir des emails, donc j'imagine que ça a dû être un travail colossal qui a demandé beaucoup de temps, énormément de temps. Donc j'ai du mal à quantifier un petit peu. Quand je raconte ça aux gens, je dis, mais c'est arrivé dans le monde entier en même temps. Mais comment il a pu, lui, après, récolter toutes ces informations qui venaient du monde entier? Avec les journaux. Donc, il n'y avait pas de, la télégraphie était tout au début, hein, mais elle n'était pas utilisée pour ce genre de choses. Les journaux, en fait, ben, ils étaient imprimés et puis ils étaient ensuite envoyés par bateau, quoi. Donc, je sais pas, moi, des États-Unis jusqu'à chez nous, ça devait durer 2, 3 semaines, quoi, par là. Et pour aller en Australie, évidemment, ça pouvait durer encore plus longtemps, quoi, genre un mois, hein, le temps que les nouvelles arrivent, le temps que les réponses arrivent, etc. Donc, c'est vrai que Kardec, depuis le début de ses observations jusqu'au livre des esprits, il s'est concentré essentiellement sur plusieurs groupes qui pratiquaient ce genre de choses à Paris, hein, ou dans la proche région de Paris, hein. Et c'est à partir du moment où il a publié le livre des esprits qui a été aussi par les Hum. bateaux et tout, qui allait un peu partout dans le monde, et qu'il a commencé à être un peu connu, c'est là où il a commencé à recevoir le feedback, et aussi avec la revue Spirit, hein, c'est là où il a commencé à recevoir le feedback ben, qui venait chaque fois de plus en plus loin, hein, des quatre Ok. coins de la Terre. Et Hum. donc, ce retour, il l'a intégré dans la révision du livre des esprits, donc les retours complémentaires qu'il avait reçus de Paris, notamment dans la Société parisienne d'études spirites qui avait été créée le 1er avril 1858, hein, où il y Hum. avait donc des réunions régulières que lui, il dirigeait, donc qui étaient sérieuses, etc., où on ne faisait plus tourner des tables, hein. Il disait, on est déjà loin de l'époque des tables tournantes, hein. Euh, et donc, les éléments complémentaires, il les a reçus de là et aussi de ce feedback qui est venu du monde entier. Hein, le premier livre des esprits, il est allé au Brésil, il est allé un peu partout dans le monde, à Constantinople, hein, il avait des correspondants un peu partout, Kardec. Et donc, du coup, là-bas, ben, hop, parce que comme les phénomènes de table tournante existaient un peu partout, ben, une fois qu'il y avait un point de contact, il y avait le réseau local qui envoyait ensuite le retour vers Kardec, quoi. Ok. Ok, Alors, ok, il je s'appelait comprends. Hippolyte Rivail, donc ça, on le verra, je crois, dans le Hum. prochain cours, Hum. jusqu'au Livre des Esprits. Et c'est la première édition du Livre des Esprits où il a adopté, juste avant, hein, le pseudonyme d'Alan Kardec. D'accord. Soise? Oui, le papier dans les boîtes fermées avec la prière avant, ça s'est perdu finalement. L'écriture directe? Je ne sais pas. Alors, ce phénomène-là, il était assez multiforme. Donc, le baron de Guldenstube, vous trouverez aussi ses livres sur Gallica, hein, si vous voulez le lire.
Donc, il a fait ces expériences-là. Alors, lui, par contre, son interprétation, il disait que ça venait de Dieu. Enfin, il avait vraiment une interprétation très religieuse de la cause, hein. Il rentrait pas dans l'hypothèse qu'il existe des esprits qui font ce qu'ils veulent, quoi, avec leur libre arbitre. Après, vous avez Kardec qui parle aussi de ces phénomènes-là qui avaient été faits par d'autres, hein, notamment Didier, qui était son éditeur, hein. Et donc, ils allaient avec le médium qui va bien dans une église et puis ils mettaient des papiers en bas d'une statue, des feuilles blanches, et puis quand ils les reprenaient, il y avait aussi quelque chose d'écrit sur ces feuilles. Et Kardec, il est même allé jusqu'à analyser chimiquement le matériau de l'encre, parce que là, ils avaient fait les expériences sans rien mettre, quoi. C'est-à-dire que les esprits se débrouillaient pour amener ce qui avait marqué le papier, hein. Donc, soit le graphite, soit l'encre ou un autre moyen, quoi. Et les rapports de cela, enfin, ces analyses, Kardec le décrit dans les revues spirites, si je me rappelle bien, de 1859. Et ça, c'est l'écriture directe. Après, vous avez les anglo-saxons qui l'ont fait aussi. Donc, il y a un médium qui s'appelait Slade, si je me rappelle bien, et un écrivain spiritualiste qui s'appelait Epes Sargent. Voilà, ça me revient. Donc, il a aussi écrit des livres. Ceux-là, vous les trouverez peut-être qu'en anglais. Je n'ai pas mémoire qu'il a été traduit en français ou en portugais. Ça a été traduit en portugais. Et donc, eux, ils faisaient avec des ardoises. Donc, ils prenaient deux ardoises, ils les mettaient comme ça, l'une face à l'autre, et puis ils les attachaient avec des cordes et tout. Ils laissaient parfois un petit bout de craie au milieu, hein. Et pendant la séance, ils entendaient la craie qui écrivait sur les ardoises. Et après la séance, en fait, ils ouvraient, ils enlevaient les nœuds, ils regardaient, il y avait un message qui était écrit sur les ardoises. Donc, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'écriture directe. Plus récemment, je n'ai pas connaissance. Il me semble qu'ici ou là, on a aussi vu des fois des écritures apparaître spontanément sur du papier, mais c'est assez rare, hein. Aujourd'hui, on utilise plutôt le papier, enfin le crayon dans la main d'un médium psychographe. Mais le phénomène existe, hein, et donc, soit ils peuvent utiliser la craie et ils la font bouger, ben, comme ils font bouger la table, hein, soit ils peuvent, d'une certaine façon, apporter la craie ou l'encre ou le graphite pour écrire. Donc, il y a les deux variantes qui ont été observées. Donc, Oui, je voulais revenir un petit peu sur l'histoire des sœurs Fox. C'est vrai que c'est un peu présenté comme une histoire emblématique. Conan Doyle en donne une version, Delanne va en donner une autre version, hein, en ce qui concerne la personne soi-disant morte. Conan Doyle parle de Charles Rosna, et je crois que Delanne va parler d'une autre personne, comme ça. C'est le côté un peu positif, quoi. Par contre, le côté sombre de cette histoire, c'est que les sœurs Fox, c'était une catastrophe après. Elles se sont rétractées, même publiquement. Elles ont avoué avoir totalement menti. Tout simplement parce qu'en fait, la famille s'était installée dans une maison qui prétendait déjà être hantée. Après, elles sont revenues sur leur rétractation. Elles sont tombées dans l'alcoolisme. Elles sont décédées dans des conditions épouvantables de misère totale. C'est pas une histoire qui est très glorieuse, les sœurs Fox. Moi, ce qui me dérange, en fait, à chaque fois qu'on parle de cette histoire, c'est que c'est présenté, voilà, de manière très, très belle, alors que ça a été vraiment ça sent l'exploitation, la charlatanerie, et puis le mensonge, quoi, tout simplement. Pourquoi elles ont reconnu avoir menti? Elles ont reproduit des phénomènes. J'ai l'impression que cette histoire, on veut pas en parler, quoi. Mais quand même, c'est largement documenté. mais C'est ça qui me gêne, en fait, dans cette histoire. euh, ça s'est passionné autour hein, c'est devenu
fanatiques, en quelque sorte. Et donc, elles couraient sérieusement un risque de vie. Elles étaient plus tranquilles, hein, persécutées. Il n'y avait pas encore comment on dit, les paparazzi et comme aujourd'hui, mais c'est le même genre de truc, quoi. Et donc, pour avoir la paix, à un moment donné, ou peut-être sous la pression, elles se sont rétractées. Mais le fait qu'elles se soient rétractées, ça n'empêche pas qu'il y avait quand même la police, qu'il y avait les scientifiques qu'on a cités, qui ont écrit des bouquins, qui sont allés voir et qui ont confirmé l'authenticité du phénomène, hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. À partir du moment où il y a commencé à y avoir des séances publiques de démonstration avec entrée payante et tout, avec l'exploitation financière, on retombe un peu dans le cas des médiums à effet physique qu'on a vu par après, hein, du genre Slade, du genre Zappia Palladino, et Marc Béraud, donc Eva Carrère et autres. Où et même les frères Davenport, un peu avant, à l'époque de Kardec, hein, dès qu'il y a de l'argent qui s'en mêle, hein, il y a cette, comment dire, tentation, parce que c'était beaucoup d'argent, hein, cette tentation de frauder. Et donc, pratiquement tous les médiums, c'est là quand vous lisez la saga de l'ectoplasme, il y a pas mal de détails, sauf un des rares médiums qui a jamais été pris, attrapé et à frauder, c'était Daniel Douglas Home. Mais tous les autres, à un moment donné, ils ont été pris à frauder, notamment un autre dénommé Miller au début du XXe siècle à Paris. Mais la position de Gabriel Delanne, par exemple, c'est de dire, c'est pas parce qu'il a fraudé à un moment donné qu'il a toujours fraudé. C'est-à-dire, au début, le phénomène était authentique. Et Delanne, il disait, moi, quand je l'ai observé avec toutes les précautions prises, il ne pouvait pas frauder. Et là, donc, il a une vraie médiumnité. Maintenant, si après, pour gagner beaucoup d'argent qu'on lui proposait et tout, il a été attrapé à frauder, c'est autre chose, hein. Mais c'est pas parce qu'il a fraudé une fois qu'il a fraudé tout le temps. Alors, c'est sûr, ça affaiblit beaucoup parce que les détracteurs, ils vont tous dire, ah, il a fraudé une fois, donc il a fraudé tout le temps. Mais non, c'est pas un bon raisonnement, ça. Il a fraudé, un peu comme les sœurs Fox, hein, ont certainement dû frauder parce que c'était les pressions, les médiatiques, financières, de l'argent et tout. Et donc, à un moment donné, ben, comme elles ne servaient plus, elles ont été laissées tomber et puis elles se sont retrouvées même dans la misère, comme tu l'as dit. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est purement humain, tu vois. Oui, mais ça pose un problème de déontologie. J'allais dire après, dans le livre des esprits, on n'arrête pas de nous parler de moralité, de choses comme ça, d'être bien, de vérité. Et en fait, on est face à des gens qui n'arrêtent pas de mentir. Alors, est-ce que les esprits, finalement, prennent un malin plaisir à jouer le jeu du mensonge? Si c'est pas le cas, c'est de la fraude et du charlatanisme. Bon, je sais pas, il y a un truc il y a un truc un peu bizarre dans cette histoire. C'est pour ça, c'est vrai que la semaine dernière, j'ai un peu enquiquiné le monde avec le livre de Douglas Home, mais moi, je vous invite à le lire. Il est très clair, en fait. Pour lui, allez, 90% des 95, même 15% des médiums sont des gens de peu de moralité, quoi. Lui-même était conscient de ses limites, mais je sais pas, la spiritualité, c'est pas du barnum, quoi. C'est ça qui me gêne Alors, dans cette histoire. c'est une question qui est très intéressante. Et c'est là où, justement, Kardec, lui, il n'est pas tombé dans ce genre de piège. Et pourquoi est-ce qu'on parle encore de spiritisme aujourd'hui? C'est grâce à ça, hein, parce que les tables tournantes, il y a certainement eu aussi des salons où ils ont fraudé, où la table, elle ne tournait pas vraiment. Enfin, voilà. Donc, dès que c'est... Quelle est la motivation qu'il y a derrière, hein? À partir du moment où on sait que ça vient du monde spirituel, donc des esprits, si on veut avoir des choses sérieuses, des résultats sérieux, il faut faire des études sérieuses. Si c'est uniquement à titre de démonstration pour amuser la galerie, pour gagner de l'argent ou pour satisfaire les curieux, c'est pas comme ça que tu feras venir des bons esprits, hein. Tout comme un professeur d'université viendra difficilement
dans des endroits où on s'amuse, ou à l'école maternelle, ou, enfin, vous voyez, hein. Donc, c'est ça. Et à partir du moment où il y a de l'argent, ben, tu tombes sous le coup des esprits mystificateurs. Et alors, eux, ils n'ont pas de scrupules, hein. Le phénomène continuera à être authentique, mais tout ce qu'il y aura derrière n'aura absolument aucun aspect de quelque chose qui est sérieux. Et quand je parlais tout à l'heure de l'élusivité, ben moi je pense que c'est justement ça la difficulté, hein. L'élusivité, c'est qu'est-ce qu'on veut derrière tout ça? Est-ce qu'on veut en tirer des enseignements sérieux? C'est ce qu'a fait Kardec. Ben, chez lui, c'était pas illusif, hein. Les esprits sont venus enfin, jusqu'à sa mort en 1869. Ils lui ont jamais fait défaut et ils lui ont apporté des éléments euh, qui lui ont permis d'écrire ces 5 bouquins et les 13 années de revue Spirit, hein. Donc, pourquoi? Parce que lui, il voyait un but sérieux. À partir du moment où il voyait un but sérieux en disant, ben, nous, on ne fait pas tourner les tables à la société parisienne. Flammarion le dit dans ses bouquins. Là-bas, il s'occupait plus de ça. C'était tout de l'écriture, des messages, des questions, des réponses, comme on peut le voir dans la revue Spirit, où Kardec mettait les comptes rendus des séances de la société. Ils étudiaient des questions morales, ils étudiaient qu'est-ce que les esprits viennent nous dire du monde des esprits. Alors des esprits bons, des esprits moins bons, des militaires, des suicidés, etc. Donc ils faisaient vraiment ça pour avancer dans la connaissance de ce monde des esprits et pour en déduire les lois philosophiques. Et là, tu t'assures de l'assistance de bons esprits. Par contre, dès que c'est de la curiosité ou quand les parapsychologues, ils essayent de mettre 36 instruments pour être absolument sûr que la table bouge, alors que de toute évidence, voilà, elle bouge, hein, même si le phénomène peut malheureusement être qualifié de subjectif, parce que c'est la grande difficulté du psy. Il y a un côté subjectif qui est très fort, il ne se répète pas à volonté, hein. Le chimiste, il veut faire 10 fois, 100 fois, 1000 fois la même expérience, il aura 6 fois, 100 fois, 1000 fois le même résultat quand il suit les mêmes conditions. C'est un des critères justement que la science exige, c'est de pouvoir répéter les expériences. Mais là, ça dépend des esprits. Si les esprits veulent, ben, le phénomène se produit. S'ils ne veulent pas, le phénomène ne se produit pas, hein. Imagine un esprit pareil pour un professeur d'université à qui on demande de répéter 100 fois la même chose, pour que 1 plus 1, ça fait 2. Il ne restera pas longtemps, il s'en ira, tu vois. Et c'est ça que, à mon avis, fait que les esprits mettent un peu la pédale douce sur les phénomènes à effet physique ou la psychokinèse, hein, ou le psy des parapsychologues, parce que quel est le but, hein? Alors, les parapsychologues, j'ai terminé de le lire cette semaine, montrer que le phénomène est authentique, hein. Kardec, au bout de 2 jours, enfin au bout de 2 ou 3 semaines, avoir 4 ou 5 tables bouger à des endroits différents, dans des conditions différentes, et qu'il a bien eu le temps d'observer, ben, il était convaincu que la table tournait. Ce n'était pas la peine de passer encore 50 ans ou 100 ans à essayer de le répéter. Donc il est tout de suite passé à la suite, il est tout de suite passé à autre chose, hein. Alors que tous ces phénomènes du genre Slade, Eusapia Palladino, etc., ben, c'était chaque fois un petit peu comme, hop, on revient à zéro. Alors on faisait venir Pierre et Marie Curie, Langevin, hein, dans la Société psychologique de France, dans les années 1807-1808, là, comme le dit bien une petite BD qui a été sortie à ce sujet. C'est chaque fois répéter, recommencer à zéro, quoi, hein. Et après, tu as encore la moitié qui sort et qui reste sceptique. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore ce blocage dogmatique du paradigme matérialiste, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour casser ce blocage? Il faut du temps, hein. Les phénomènes les plus convaincants, les plus patents, difficilement les feront sortir de là. Et Kardec, lui, bon, il était dans le doute légitime, hein, il n'était pas dans le doute systématique. Et donc, quand il a vu, ben, il s'est convaincu, il est passé à la suite, hein. Et ça, c'est là où on voit la différence, quoi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de ces phénomènes. On a encore aujourd'hui des phénomènes de maisons hantées, hein. Il y a des familles qui causent beaucoup de perturbations, d'ailleurs, hein. C'est des phénomènes donc spontanés, comme on dit, hein, récurrents, qui existent toujours.
mais ça se prête difficilement aux critères de la science d'aujourd'hui qui exigent donc cette répétabilité qui ne fait pas partie intrinsèquement du phénomène psy, là où les esprits qui ont leur libre arbitre sont impliqués. Et c'est ça que, à mon sens, les parapsychologues n'ont pas encore compris. Ou ils sont eux-mêmes dans une sorte de blocage aussi de ce paradigme spirituel. Parce que une grande déception que j'ai eue par rapport à ce bouquin, c'est que, alors maintenant qu'on l'a reçu en PDF, je vais faire des recherches dedans, le mot spiritisme, il est peut-être évoqué 4, 5, peut-être 10 fois dans le bouquin. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a un chapitre entier, voilà les différentes explications qui ont été données de ces phénomènes. Alors vous avez des trucs fumeux, théorie quantique généralisée, enfin des choses absolument incroyables que j'ai essayé de lire, mais c'est d'une complexité, on commence à rentrer dans des choses où il n'y a vraiment plus que les parapsychologues eux-mêmes qui comprennent leur théorie. Par contre, la théorie spirit, qui est hyper simple, pas un mot, hein, elle n'est même pas citée dans ce chapitre-là. Et donc, c'est là. Alors, moi, j'essaie de me mettre à la place des esprits. Eux, ils le savent. Ils disent bon, ben, c'est pas la peine d'insister avec ces gens-là. C'est trop tôt. Faut laisser le temps suivre son chemin. Et puis pendant ce temps, bon, ben, ils iront à aider et contribuer chez des petits groupes ou des petites personnes qui sont sérieuses, des Chico Xavier, des Divaldo, ou des petits groupes qu'on peut avoir chez nous. On fait du travail d'assistance aux esprits de souffrance, ce genre de choses. Là, ils viennent et ils collaborent. Hein. Mais pour essayer de convaincre, je les comprends. Ça ne sert à rien. Ce sont des efforts qui sont inutiles. Et Kardec l'avait bien senti aussi. Quand vous regardez dans Qu'est-ce que le spiritisme, le dialogue avec le sceptique, où le gars il disait, mais ce serait quand même bien que les esprits nous montrent ces phénomènes, qu'ils les reproduisent pour pouvoir nous convaincre. Hein. Et Kardec, il dit, mais regardez Hightsville, regardez ici, regardez là-bas, ils les ont montrés, les phénomènes, c'est pas pour autant que ça a convaincu. Donc, ils vont pas s'amuser à répéter des choses qui sont inutiles pour les personnes qui sont pas encore prêtes. Alors que ceux qui sont prêts, bon, ben, soit ils ont vu, soit ils ont lu ce qu'ont écrit ceux qui ont vu, et puis ils s'en convainquent. Moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit, j'ai été convaincu que les tables pouvaient bouger et tourner. Je l'ai vu que 10 ans après. Hein, c'est quand on est arrivé à Mulhouse, là, il y a un petit groupe qui faisait tourner les tables, et donc où j'avais assisté à quelques séances, et bon, bah, c'est là où j'ai vu les tables qui tournaient, qui répondaient, qui frappaient un coup, deux coups, etc. Mais bon, moi, quelque part, ça m'a un peu confirmé dans ce sur quoi j'étais déjà pas mal convaincu. Hein. Et ça m'a permis aussi de voir les conditions dans lesquelles ça se passe, qu'il faut qu'il y ait un médium à effet physique, que ce médium, il laisse de l'énergie, qu'il est fatigué à la fin de la séance, qu'au bout d'un certain nombre de séances, il est carrément malade, et que les messages qui sont reçus par ce biais-là, ben, c'est du blabla, c'est des trucs qui n'ont aucune profondeur, et que c'est pas le bon moyen, quoi. Hein. Voilà, donc j'ai pu l'observer moi-même, mais j'en étais convaincu rien qu'en lisant Kardec. J'aurais pas eu besoin de le voir, tu vois. Donc, en fait, c'est ça la difficulté. Et donc, les détracteurs, ceux qui font certainement plus de ramdam que les propres spirites, les zététistes, comme on les appelle aujourd'hui, hein, qui sont vraiment... alors, les parapsychologues se les prennent aussi, les zététistes, hein, parce que les zététistes, bon, ce que je disais, moi, en parlant avec Renaud Évrard, qui est un des principaux auteurs du titre, je dis, ben, vous, les parapsychologues, en fait, vous êtes un peu en première ligne parce que vous essayez justement de vous donner une légitimité scientifique qui vous est contestée. Alors que nous, les spirites, on ne cherche pas forcément cette légitimité scientifique. Hein, et de toute façon, les zététistes nous considèrent comme des cinglés. Hein, donc, nous, ils nous fichent la paix. Par contre, eux, ils s'en prennent plein la figure. Hein. Et donc, ils les catégorisent dans leur bouquin en parlant donc le doute légitime et puis l'incrédulité systématique. C'est-à-dire, ils sont contre par principe. Ils n'ont pas d'argument pour expliquer, démontrer par A plus B que le phénomène n'existe pas. Hein. Et ça, ben, on en souffre, ils en souffraient à l'époque, on en souffre toujours encore aujourd'hui. Et ces gens-là,
seul moyen de les convaincre, c'est vraiment un phénomène subjectif, individuel à leur niveau, mais qui les touche fortement, quelque chose qui vraiment les concerne au fond d'eux-mêmes. Ça c'est peut-être un moyen de les faire changer. Et encore, hein. Aujourd'hui, on voit les phénomènes, les, euh, phénomènes de mort imminente, hein. Vous en avez certains qui changent complètement, hein, mais vous en avez d'autres qui n'en parlent même pas et qui changent. Ça n'a fait absolument aucun effet sur eux. Ils vivent avec. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ont changé, mais dans le mauvais sens, quoi, qui sont devenus, comment dire, qui ont été satellisés, comme je le dis. C'est des gens qui ont commencé à faire de l'argent avec, etc., quoi, hein. Mais voilà, donc les esprits savent, nous on ne sait pas qui est vraiment prêt à accepter les choses et qui c'est qui n'est pas prêt à les accepter. Et les bons esprits, c'est clair que quand ils voient qu'une personne n'est pas prête à être convaincue, eux, ils font aucun effort, ils vont pas faire beaucoup d'efforts pour la convaincre, parce qu'ils savent que c'est inutile, c'est une perte de temps. Donc je pense que c'est là qu'on trouve une des explications à cette élusivité. Maintenant, moi je suis ouvert, hein, il y a peut-être d'autres raisons plus fondamentales. Christophe? Oui, c'est plus une réflexion. Moi, ça fait maintenant 11 ans, 11 ans que je suis avec vous. 11 Oui, ans que j'étudie, que je partage avec principalement des gens qui ne connaissent même pas Alan Kardec. oui, Et dans des milieux spiritualistes. Alors, des milieux spiritualistes qu'on appelle New Age. oui, Ils connaissent plus Dolores Cannon, ils connaissent plus même à la limite Sylvain Didlot, pour qui j'ai beaucoup de respect, hein, mais c'est du channeling. Mais Alan Kardec, ils connaissent pas. Mais dès que tu commences à évoquer Kardec, de toute façon, ce qui ennuie les gens, c'est le côté moraliste. Puisqu'en fait, pour moi, avec le recul que j'ai de ces 11 ans d'études, c'est la seule chose pour moi qu'il faut retenir principalement, c'est ce côté moral, ce côté réforme intérieure que tout le monde devrait avoir. Sauf que si on prend l'histoire un petit peu de tout cela, euh, Moïse avait mis une première couche, Jésus en a mis une deuxième. Aujourd'hui, je le dis à chaque fois, à chaque réunion que je peux avoir, je le dis, on en est où 3500 ans après Moïse sur tu ne tueras point ou tu ne commettras point d'adultère. Donc, on n'a toujours pas encore compris. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un monde, Kardec l'explique merveilleusement, on est dans un monde d'expiation. Donc, les gens qui sont spirituellement déjà éclairés, il n'y en a pas beaucoup, ça commence à s'ouvrir de plus en plus puisque la planète est en train de se régénérer et de rentrer dans une nouvelle ère. Mais tu le dis si bien, et c'est vrai, c'est que pour reconnaître aussi le phénomène des EMI, il y en a beaucoup qui se dirigent vers la médiumnité payante, la médiumnité. Et dès que tu commences à évoquer que la médiumnité doit être gratuite, moi on me l'a encore dit l'autre jour, hein, un médium m'a dit, mais toi tu viens d'une autre planète. D'où tu viens, tout est gratuit. Je fais, mais je croyais que si tu aimes Dolores Cannon et que tu te prends pour un élu, comme tu le dis, tu dois justement montrer l'exemple. Donc, si on est là pour éclairer, justement, c'est pas pour faire payer les gens. Donc, il tourne en rond. Donc, sur le phénomène des sœurs Fox, je peux comprendre, Franck, effectivement, il y a tellement eu d'histoires, et ça, ce sont surtout les personnes qui veulent démonter l'affaire, qui disent que les sœurs Fox se sont rétractées. Bien évidemment qu'elles se sont rétractées. Je vous rappelle qu'historiquement, 200 ans à peu près avant le phénomène d'Iceville, il y a eu les sorcières de Salem. On a brûlé et pendu je ne sais combien de personnes qui étaient soi-disant possédées par le diable. Forcément, 200 ans après, vu ce qui s'est passé avec les sœurs Fox, pour se sauver la vie, elles se sont rétractées, elles ont dit qu'elles avaient menti. Et à la limite, peu importe, on s'en fout complètement, puisque l'objectif des esprits, c'était de faire exploser cette vérité aux yeux du monde. Donc, c'est ça a été fait, ça a été réussi.
Maintenant, c'est le côté moralité qui ennuie tout le monde. Et de toute façon, tant qu'on sera dans un monde, pour moi, hein, c'est mon opinion, hein, tant qu'on sera dans un monde d'expiation où le matérialisme règne d'une manière absolue, le côté moralité ne passera pas. Voilà pourquoi je pense que le spiritisme souffre, cette philosophie souffre de par le monde. Maintenant, ce n'est que mon opinion de 11 ans seulement d'études et de réflexion. C'est vrai que Merci. tu touches à des sujets qui sont effectivement intéressants. Alors, le spiritisme, c'est vrai que c'est toute une philosophie qui a pour but, en fait, et qui a pour tendance de nous pousser à faire des efforts pour devenir meilleurs. Hein. Alors, ils voient ça, ce côté moralité. Dès qu'on parle de moralité, hop, c'est le spectre religieux qui revient. Et donc, voilà. Et quand on dit que la médiumnité, par exemple, donne gratuitement ce que tu reçois gratuitement, ben, hein, il y a ce côté financier. Donc, les gens s'intéressent en fait au spiritualisme, mais la première application qu'il faut du spiritualisme, elle est matérialiste. Tu vois, il y a un peu un tiraillement qui se fait. Hein, tu vois, moi je dis c'est l'oiseau spiritualiste qui est en train de décoller, et puis le matérialisme qui l'attrape par les pattes avec le fric et qui le fait retomber sur le sol, quoi. C'est vrai que c'est de l'argent facile aujourd'hui. Hein, il y a plein de. Pourquoi c'est de l'argent facile? Ben, ils en parlent aussi un peu dans le bouquin. C'est parce qu'il n'y a pas à part Kardec, il n'y a pas d'études vraiment sérieuses pour dire ce qu'il en est et ce qu'il n'en est pas. Il y a certainement beaucoup de bonnes choses à plein d'endroits, y compris en dehors du spiritisme, hein, c'est clair. Il ne faut pas jeter la pierre. Mais ce qui manque, c'est justement à quoi ça sert? Quel est le but? Qu'est-ce qu'ils veulent, les esprits, hein? Et ce que les esprits veulent, c'est de nous faire comprendre qu'un jour, on va les rejoindre, et ce jour-là, on n'emmènera pas un atome de notre corps physique et pas un centime de notre patrimoine. Tout ça, ça va rester ici. Ils nous font bien comprendre qu'est-ce qui est temporaire et qu'est-ce qui est durable. Tu vois? Et c'est ça que les gens ne veulent pas comprendre, parce qu'ils restent encore avec leurs œillères matérialistes, même quand ils rentrent dans le New Age, etc. Le New Age, en fait, c'est une forme de business récent qui s'est implanté. Hein, ce que je dis aussi de temps en temps, c'est les 68 arts avec l'idéal de mai 68. Ben, plus tard, ils ont appris à faire du business. Hein, on les voit un peu partout. Et c'est ça que effectivement les spirites se refusent. Et ça fait partie d'un des blocages qu'il y a par rapport à Oui. l'acceptation, à la perception du spiritisme. Après, Bon, alors le c'est pour ça qu'il y a blocage plein qu'il de y gens a, qui viennent, qui réinventent la roue, qui réinventent le monde, le channeling, ils te prennent l'ayahuasca ou j'en passe, hein, des choses que le spiritisme démontre comme absolument inutiles, voire même nocives pour la santé. Hein. Mais bon, parce qu'ils n'ont pas encore vraiment réussi à sortir du matérialisme. Et ce qu'il y a derrière, c'est effectivement des valeurs morales, hein, qui nous manquent aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a de la guerre? Quand on voit un président d'un grand pays, hein, qui fait un chantage économique pour rentrer dans un groupe pour promouvoir la paix, est-ce que le chantage économique, c'est vraiment le meilleur moyen pour promouvoir la paix dans le monde? Personnellement, je ne suis pas sûr du tout. Hein. Et personnellement, je n'accepterai jamais ce genre de position. C'est là où on voit le manque de moralité, l'insulte, le manque de respect, etc., qui se librent aujourd'hui. Hein. Les lois qui ne sont plus respectées, même les lois humaines qui ne sont pas parfaites. Effectivement, comme tu dis, on est dans un monde d'expiation et d'épreuve et dans une crise, mais dont le résultat sera justement de nous faire comprendre, ah ben oui, effectivement, c'est ça. Mais ça peut encore demander quelques générations, voire même quelques réincarnations. Donc c'est pour ça et- qu'il faut être patient, hein, ça va finir par venir, oui, mais faut être Kardec, il patient était, comme Jésus, un peu en avance sur son temps. Hein. faut être patient, mais pour moi, c'est une quête personnelle. Voilà, tout simplement. Voilà. Allez essayer de convaincre Pierre-Paul Jacques, aujourd'hui, c'est terminé. Les gens qui veulent venir à moi, qui me posent des questions, je leur réponds avec grand plaisir. Au pire, je leur donne le livre en PDF et je dis, vas-y, lis-le, et puis voilà. Mais il y a aussi quand même un gros manque d'ouverture. Franchement, même entre soi-disant spiritualistes ensemble, parce que pour moi, un prêtre, un catholique, un musulman, un juif, peu importe, est spiritualiste. Il croit en Dieu, il est monothéiste.
Donc, on devrait tous se mettre autour d'une table et discuter. Je suis intervenu l'autre jour sur un site qui est plus ou moins catholique, où justement, il disait que le spiritisme, c'était diabolique, qu'il refaisait un costume justement au Sir Fox, il refaisait un costume à Kardec, il refaisait un costume à tout le monde. J'ai juste posé une question, je leur ai dit, mais Moïse, comment il l'a eu, lui, ces 10 commandements, il les a reçus comment? Parce qu'il disait que la médiumnité, c'était satanique. Donc, je suis, mais Moïse, il a eu comment son message? Il l'a entendu, donc c'est de la clairaudience, on est bien d'accord. Donc Moïse était médium. Ils m'ont répondu, oui, Moïse était médium, mais lui, il avait le droit, et lui, il était bien. Voilà, donc, ils sont enfermés dans leurs dogmes, dans leurs croyances. Ils ne veulent pas s'ouvrir aux autres. Et c'est là où je pense qu'il faut faire attention et qu'il y a une ouverture à faire. C'était ma dernière question, mais peut-être pas aujourd'hui. C'est comment tu vois l'évolution de la spiritualité au cours de ces prochaines décennies, bien qu'on n'a toujours pas compris le côté moral. Mais je pense qu'il y a un manque d'ouverture de la part de toutes et tous, dans toutes les croyances et toutes les mouvances. Raison, hein, chacun se bat un peu pour son business, pour sa Oui. paroisse, hein, c'est ce qu'on voit. Et ça vient de l'intérêt matérialiste, une forme d'égoïsme, quoi, hein. Alors C'est ça. que le spiritisme encourage plutôt, comme tu dis, l'ouverture et puis la charité, l'abnégation et le désintéressement. Mm. C'est pas le désintérêt, c'est une chose, désintéressement, c'est autre chose, hein, faut pas confondre les deux mots. Et le désintéressement, il est fondamental. Alors, en tant que spirit, c'est vrai que nous, on peut travailler pour essayer de devenir nous-mêmes meilleurs, essayer de donner l'exemple autour de nous, mais tu ne peux pas devenir meilleur à la place d'un autre, hein. Donc ça, c'est, Non. comme tu dis, un parcours individuel. Et après, moi, je reconnais qu'il y a des gens qui, dans le channeling, trouvent le moyen de devenir meilleur aussi, hein. Donc, je jette jamais la pierre, quoi. Mais Mm. euh, c'est clair que le manque de désintéressement, ou dès que l'argent s'en mêle, on est sur un terrain glissant et on peut facilement glisser du mauvais côté, Mm. hein. Et voilà, donc il faut être patient, mais donc peut-être un peu en avance sur notre temps, mais bon, il en faut, hein. Et donc, même si on se prend des railleries et des choses comme ça, bon, ben, c'est mieux Peu importe. qu'il y a quelques siècles quand on était brûlé sur des bûchers, quoi. C'est ça. Franck? Merci. Oui, faire attention, hein, quand on parle de Moïse et du décalogue, il n'a jamais été dit tu ne tueras pas, hein. C'est une très 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 mauvaise traduction. En fait, le texte hébreu dit ne tue pas sans raison. Tu n'assassineras pas, hein, puisque la peine de mort en fait est présente dans la Torah. Donc en fait, le meurtre est condamné. Le fait de tuer, peut être compris comme étant une réaction de défense en cas d'attaque. Donc, c'est pas le fait de ne pas tuer, c'est le fait de ne pas tuer intentionnellement, donc avec l'intention de nuire. Ça, c'est très très important, parce que sinon ça nous donne une vision de Dieu qui est extrêmement bisounours et qui n'est absolument pas conforme à la foire d'empoigne qu'est ce monde, et donc qui a très peu avancé, hein, dans ce domaine. C'est d'ailleurs, ça a posé un problème d'ailleurs majeur dans l'apparition du christianisme, hein, où il fallait faire le lien entre le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament, où en fait dans l'Ancien Testament on est face à un Dieu qui est extrêmement violent, extrêmement jaloux, extrêmement revendicateur Punitif. vis-à-vis de son peuple. Il faut jamais oublier que la Torah ne s'adresse qu'au peuple juif, hein, pas aux autres. Et ça, c'est une erreur si on oublie ça. Ça n'est pas universel, hein. Les 10 commandements ne sont pas universels. Ils sont adressés en fait au peuple hébreu, ce qui leur vaudra d'ailleurs toutes les tribulations par la suite. Donc, on fait essayer de recontextualiser, enfin, contextualiser, c'est pas vraiment le mot, mais de bien comprendre finalement l'enchaînement des événements pour ne pas aboutir à des contresens. Oui. Euh, Et l'adultère, Franck? c'est pareil. C'est pareil.
Tu ne commettras pas d'adultère. L'adultère dans la Torah a un double sens. Bien sûr, il y a l'adultère en fait de la tromperie entre guillemets sexuelle, mais il y a aussi l'adultère en tant que céder à l'idolâtrie. Puisque en fait dans les sociétés primitives il y avait les prostituées sacrées, donc qui étaient une forme de prostitution, donc compris comme étant un adultère, mais un adultère spirituel. Ça j'allais dire, ce sont comment dire, toutes les explications de ce qu'on appelle la Torah orale qui complètent en fait le texte essentiellement dans le Lévitique et dans le Deutéronome. Mais on est toujours dans cet esprit. Le peuple hébreu, le peuple d'Israël, enfin, ce qui deviendra le peuple d'Israël après Jacob, est le peuple choisi. Donc, à partir du moment où il est choisi, il n'est pas parfait, hein. C'est pas parce qu'il est choisi qu'il est parfait, mais il est censé respecter ce qu'on lui demande. Et à chaque fois qu'il déroge, hein, il y a le veau d'or, il y a tout ça, il y a toutes ces histoires que l'on peut prendre comme des histoires symboliques, hein. On ne peut pas forcer non plus de les prendre comme étant des faits historiques. Eh bien, ça se retourne contre eux. C'est la raison pour laquelle il y a tous les grands prophètes, Isaïe, Ézéchiel, Jérémie, tout ça, qui n'arrêtent pas d'invectiver le peuple juif, le peuple hébreu, de ne pas respecter finalement ce qu'on lui demande. Et à chaque fois qu'il déroge, c'est tout le malheur, enfin toutes les catastrophes qui peuvent lui tomber dessus. Et ça dure encore de nos jours, quoi. Donc voilà. C'est vrai, Franck, tu as raison. Mais bon, ce qu'il faut resituer un peu dans le contexte, c'était il y a 3500 ans à peu près, Oui, quoi. oui. Donc à l'époque, les Hébreux, c'était un peu ils venaient à peine de sortir de la sauvagerie, quoi. C'était un peuple qui marchait que sous la contrainte, la menace et à la trique, si j'ose dire, hein. C'est pour ça que il y a cette image du Dieu sévère, vengeur, etc. Et Et donc, il faut savoir aussi 1500 qu'il ans y a, plus tard, voilà, il ouais, y a un bon nombre on a l'image un peu classique que ce sont essentiellement les Hébreux. Donc en fait, c'est quoi? C'est toute la descendance de Joseph, hein. L'Égypte n'a pas toujours été le pays de la servitude, puisque le Joseph en fait est devenu quasiment l'égal de Pharaon, hein. Simplement dans l'Exode, il est marqué qu'à un moment donné, en fait, il y a un nouveau pharaon. Alors, on ne sait pas. Pharaon n'est jamais nommé d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'il est complètement illusoire de se demander si c'était Ramsès II, si c'était Minotep, si c'était. Pharaon n'est jamais nommé, hein. C'est la fonction. C'est la fonction en fait. Eh bien, Pharaon semble avoir oublié ce qui s'est passé avec l'histoire de Joseph et de sa famille et va finalement pour sa gloire personnelle, rendre ce peuple en esclavage. Et à l'Exode, en fait, il n'y a pas que le peuple hébreu qui fuit, il y a un certain nombre d'Égyptiens aussi qui vont vouloir suivre. Donc voilà, on est face à une population extrêmement hétérogène, avec un mélange de fidélité, d'idolâtrie. Il y a encore beaucoup d'Égyptiens qui tiennent à leurs croyances. Donc il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout cela. Et c'est toute l'épopée de l'exil d'ailleurs, hein, puisque les 40 ans d'exil, c'est extrêmement symbolique, hein. 40, c'est un chiffre symbolique dans la Bible. Au bout de 40 ans, toute cette génération aura disparu. Donc on va recommencer à partir d'une nouvelle génération qui aura coupé de toute cette histoire. C'est intéressant. Alors, bien évidemment, voilà, on
y adhère, on n'y adhère pas, peu importe. Mais bien souvent, on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et tu sais, Christophe, tu disais qu'effectivement, tu avais rencontré beaucoup de spirites qui n'avaient jamais lu Allan Kardec. Moi, je suis ébahi par le nombre de gens qui se permettent de parler de la Bible et qui ne l'ont jamais lu, quoi. J'entends des trucs, mais alors complètement délirants, quoi. Oui. En fait, quand Jésus il est venu 1500 ans plus tard, quand l'humanité avait un peu évolué, pour casser justement cette image du Dieu sévère, vengeur, punitif, et faire ce Dieu amour. Mais bon, les religions traditionnelles ont quand même gardé l'enfer et puis ce genre de choses. Et c'est là où, il y a 150 ans, Kardec, il est venu avec une vision philosophique de Dieu, de ses attributs, qui est beaucoup plus conforme à nos éléments de réflexion, aux moyens qu'on a de comprendre aujourd'hui. Mais même ça, hein, comme le dit Christophe, c'était il y a 150 ans, c'était en avance sur son temps. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris les enseignements moraux de Jésus ou qui les rejettent, hein. 2000 ans plus tard, le spiritisme n'a que 160 ans, donc c'est normal qu'il y a beaucoup de gens encore qui le rejettent, quoi. Mais bon, voilà. Après, chacun évolue à son rythme, hein. On ne peut pas évoluer à la place d'un autre. Et puis donc, travaillons déjà sur nous-mêmes, et puis les autres, ma foi, il faut rester patient, hein. Ça va finir par venir, mais voilà. Encore aujourd'hui, bon, moi je trouve qu'aujourd'hui, on est quand même de moins en moins traité pour des fous, des choses comme ça, hein. Les gens, il y a un certain respect qui commence à s'installer quand même. Quand tu regardes les émissions il y a 20, 30 ans qui parlaient de spiritisme et de Kardec, c'était vraiment en disant c'est absolument n'importe quoi, c'est de la superstition pure, etc. Autant aujourd'hui, le dialogue a quand même un peu changé. Il y a quand même un certain respect qui s'installe, même si, comme je le dis, par exemple, ce livre que je viens de vous montrer, il est encore loin, ou alors ils ont peut-être étudié, mais ils se refusent d'en parler, hein. Voilà. Leur réserve prudente, c'est à se demander si elle est vraiment prudente ou peut-être même carrément systématique. Et moi, ce qui me paraît quand même bizarre, c'est que j'étais là-bas, j'ai parlé avec eux, avec plusieurs d'entre eux, des membres de l'Institut métapsychique international, mais ils disent, parce qu'il y a une dizaine d'années, ils m'avaient invité pour parler de la réincarnation. Alors, quand j'ai commencé ma conférence, j'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous me demandez de parler de la réincarnation, puisque pour parler de réincarnation, il faut déjà parler d'âme. Est-ce que vous parlez, vous, d'âme? Est-ce que vous êtes convaincu de l'existence de l'âme? Si on lit leurs bouquins, on est loin de penser qu'ils sont convaincus. Mais quand on parle comme ça avec eux, il y en a plus de la moitié qui sont convaincus que l'âme existe. Alors là, du coup, ça fait sens de parler de réincarnation, hein. Voilà, ça fait partie de cette évolution qui est lente, de toutes ces résistances, etc., hein. Ça demande de l'humilité, ça demande du désintéressement, et c'est pas encore acquis à tout le monde. Mais si on se projette un peu dans l'avenir, on se rend compte que quel est l'avenir durable pour le monde? Est-ce que c'est le fric, l'égoïsme, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, qui génère des guerres et tout? Non, c'est autre chose. Et cette autre chose ne viendra que le jour où ce paradigme spiritualiste commencera à remplacer tout doucement le paradigme matérialiste, enfin, remplacer, non, compléter, hein, le paradigme matérialiste réducteur. Oh, Mais après, Didier, c'est vrai que c'est vous aviez l'ignorance aussi, qui cause ouais, le plus vas-y. de c'est l'ignorance qui cause le plus de problèmes aussi, énormément. Le manque de et Franck a raison parce que je suis le premier à pas avoir lu la Bible, donc forcément j'en parle beaucoup, mais je l'ai pas lu. J'en suis un exemple vivant. Maintenant, je me mets surtout par rapport aux gens que je peux côtoyer, que je peux rencontrer, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. J'ai beaucoup de gens qui n'ont même pas lu la Bible du tout, mais c'est ancré finalement dans la conscience, on va dire. Tout le monde connaît le décalogue, enfin presque, hein. Tu ne tueras point, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Il y a même eu un film de Mel Gibson, Tu ne tueras point, qui a été. Donc tout le monde connaît cette expression, comme quoi on n'a pas le droit de tuer. Maintenant, effectivement, la subtilité, Franck, merci. Moi, je ne la connaissais pas aujourd'hui. Mais les gens comme toi qui connaissent cette subtilité,
dans mon entourage, j'en connais personne. Donc bon, après, mon entourage n'est pas non plus hautement philosophique, mais ça me permet de poser justement cette première pierre à l'édifice pour essayer d'éveiller les gens en leur disant, ok, tu vois que le côté argent, le côté spectaculaire du spiritisme, mais vois déjà le côté moral, puisque ça fait 3500 ans qu'on n'a toujours pas compris. Quand je dis tu ne commettras pas l'adultère, ça, tout le monde connaît aussi et tout le monde se tait généralement parce que ils ne sont pas tous vraiment à l'aise avec ce genre de choses. Oui, bah, d'ailleurs, la question, alors comment dire, dans le Deutéronome, l'adultère est puni de mort, ça c'est clair et net. Alors c'est encore un peu plus complexe que ça en fait, parce qu'il y a soit l'adultère entre deux personnes de même confession, soit l'adultère avec une personne d'une autre confession. C'est pour la pureté de la race, entre guillemets, hein. Même si on n'a plus le droit de parler de parler de ce terme. Par contre, Jésus va avoir une approche différente, hein, effectivement, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc Oui, là, on a une femme qui est prise et c'est d'ailleurs, moi, il y a une chose qui m'a toujours laissé songeur, c'est que les mecs, ils s'en tirent toujours bien dans l'histoire, hein. C'est toujours la femme qui doit prendre. Mais quand même, l'adultère, elle l'a bien fait avec quelqu'un. Donc ça, c'est une chose. Après, voilà, le souci, c'est qu'on a une vision qui peut être extrêmement entachée par une dogmatique religieuse. On parlait de Jésus, c'est très très compliqué de savoir quelle est effectivement la démarche de Jésus dans les évangiles. À la fin, tout le monde le laisse tomber. C'est pour ça que moi, je suis désolé de ce que je vais dire, Charles, mais le côté par moment Jésus tout le temps dans le spiritisme, ça me gonfle à un moment donné, parce que Jésus n'est pas c'est pas quelqu'un de bisounours du tout. Il peut être extrêmement violent, extrêmement tranchant. D'ailleurs, il va le dire, hein, mon royaume n'est pas de ce monde. Lorsqu'on va l'enquiquiner de savoir ce qu'il faut faire, il va dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc, finalement, débrouillez-vous. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est finalement que vous adhériez à moi. Il va le dire, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et ça, c'est dans les évangiles. Généralement, on n'en parle jamais. C'est très curieux. On va toujours citer les mêmes extraits, mais on est face à quelqu'un qui est très radical. Soit vous êtes de mon côté, soit vous n'y êtes pas. Tu vois, c'est ça on peut pas faire du cherry picking dans le Nouveau Testament. C'est pas possible. Soit on prend tout, soit on jette tout. Et le Oui, gros problème de notre époque, c'est qu'on fait du cherry picking. On prend ce qui nous arrange. Voilà. mais Kardec, il n'a pas Comme- fait ça. Lui, Oui, il il a n'a pas fait pris ça. ce Très qui fait juste. sens, Tout à tu fait. vois. Tout à fait. Et il dit clairement dans les évangiles, il y a eu des choses qui ont été mal traduites, mal interprétées, et des Non, choses c'est qui ont pas été mal traduit. Non. trafiquées. Là. Il faut tenir compte de la réalité historique du Alors, texte. Et donc oui, lui, il a pris ce qui fait sens dans les oui. évangiles, hein, Le et problème, ce c'est qu'à qui correspond à notre capacité de raisonnement et de compréhension. Ouais. Le problème, c'est qu'Alan Kardec, en fait, ne bénéficiait pas des connaissances actuelles en ce qui concerne les textes. Maintenant, les textes des évangiles, même les textes de la Bible, à travers les manuscrits de la mer morte, on sait très bien qu'il n'y a jamais eu de problème de traduction Et ça, c'est les musulmans qui sont très très forts pour dire, oui, mais vos textes, ils ont été mal traduits, ils ont été modifiés. C'est faux. On a les manuscrits les plus anciens de Jean, il y en a plus de 150 de l'Ancien Testament. Il n'y a aucune interpolation, aucune traduction falsifiée. Ça, c'est faux. C'est faux, on le sait. Et on continue de dire ça parce que ça arrange certaines personnes. C'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. Le Ouais. plus vieux manuscrit de l'évangile de Jean, qui est cité par Eusèbe, pas par Eusèbe de Césarée, par Irénée de Lyon, il date de 150. Donc c'est très 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 récent.
Il y a aucune. Et d'ailleurs, s'il y avait eu des falsifications, ça, parce que c'est très bien de dire qu'il y a eu des falsifications, mais montrez-les. Montrez le texte original, montrez le texte falsifié. Ben ça, personne n'en est capable. Ah, ben, je suis désolé, mais alors c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Word Excel, mais de dire ça, c'est complètement gratuit. Au même titre que les musulmans qui vont dire bah, le Coran est incréé, il n'y en a qu'une version, c'est du pipeau pour le coup, parce qu'il y a des versions différentes du Coran. Pour le coup, c'est Othman qui en avait tellement marre qu'il a brûlé la plupart des. Le problème, c'est qu'ils en ont retrouvé. Pas de bol. Mais voilà, là encore, et c'est là où il faut faire attention et où moi ça m'intéresse beaucoup, c'est que bah, la connaissance, elle progresse, quoi. Voilà. Je pense qu'Alain Kardec ne bénéficiait pas justement des découvertes et des connaissances par la suite. Et de continuer à dire que les textes ont été falsifiés, que les textes ont été tout ça, bah, c'est pas vrai. Il y a eu quelques interpolations, certes, mais parce que ça remonte à des textes qui vont jusqu'à Flavius Joseph ou à Philon d'Alexandrie. Donc des gens qui sont contemporains de cette époque. Ah, c'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Il y en a un qui est venu après Kardec, c'est Léon Denis, qui a écrit un livre, Christianisme et spiritisme, où il donne un peu plus de détails, effectivement, sur. Mais c'était quand même déjà il y a un siècle, quoi. Et moi, je dois vous avouer humblement que, pareil, j'ai jamais lu l'intégralité de la Bible, Nouveau ou Ancien Testament, parce que j'ai pas la capacité de faire toute cette étude du contexte d'il y a 3500 ans ou d'il y a 1000 ans, et j'ai aucune connaissance de ces langages, de l'époque, etc. Donc, je suis incapable de le lire efficacement, quoi. Moi, personnellement, je me contente. J'ai été éduqué catholique, hein, mais ça m'a jamais parlé. C'était toujours voilà, des notions, tu dois les croire, même si tu les comprends pas, avec les dogmes des peines éternelles, et puis j'en passe, hein, de la virginité de Marie et autres. Donc, J'étais. c'est ça qui m'a jamais poussé à essayer de tirer ça au clair, parce qu'il y a certainement des centaines de milliers de personnes qui le font avec beaucoup plus de compétences que moi. Et en fait, quelque part, je me suis rabattu sur cette version qui a été, entre guillemets, revue, hein, enfin, du moins, les enseignements moraux uniquement, hein, qui ont été clarifiés par les messages que les esprits ont donnés au milieu du 19e siècle. Et là, ça me parle, parce que là, j'arrive à comprendre, hein, avec les connaissances limitées et modestes que j'ai, quoi. Aller plus loin dans ce domaine-là, je me dis, bon, ben, peut-être, c'est bien, je dis pas qu'il faut pas le faire, mais moi, personnellement, j'en suis incapable. Tu vois, je préfère aller après sur les trucs simples qui sont clairs et logiques. Alors, pour en revenir à l'adultère, Jésus, il est allé beaucoup plus loin, hein, et on le voit dans l'Évangile selon le spiritisme. On vous a dit, celui qui commet l'adultère, il sera lapidé, hein. Mais moi, je vous dis, rien que le fait d'y penser, c'est comme si vous l'aviez déjà fait. Alors là, c'est carrément le niveau encore au-dessus, tu vois. Oui, mais ça, c'est Et ça, on le comprend à partir du moment où on sait que la pensée est créatrice dans le monde spirituel et tout, et que voilà, le fait de ne pas passer à l'acte physiquement, c'est déjà bien, mais le fait d'avoir de mauvaises pensées a déjà un effet qui est réel dans le monde spirituel. Donc, on arrive à le comprendre, et c'est encore beaucoup plus difficile, hein. Ça, Charles, Surtout dans le monde d'aujourd'hui. on le trouve déjà dans les évangiles, hein. C'est pas simplement dans l'évangile selon le spiritisme. C'est ce qu'on appelle la série des hyperboles, puisqu'à un moment donné, Jésus, face aux prêtres, va les taquiner, on va dire, et montrer leur hypocrisie. Il va dire, oui, mais bon, voilà, rien que le fait vous parlez de ça, mais rien que le fait de regarder une femme avec concupiscence, vous avez déjà commis l'adultère dans votre tête. Et ça, c'est beaucoup plus grave, parce que finalement, bon voilà, céder le corps, la chair est faible, hein, donc voilà. Et il voulait mettre l'accent sur cette hypocrisie, même au niveau spirituel, c'est pareil pour la prière, hein. Lorsque vous priez, arrêtez de vous montrer, enfermez-vous dans votre chambre et puis ça suffira, quoi. Donc ne soyez pas ne faites pas un concours du plus tentation.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que Regarde, moi, c'est j'aime. actuel aujourd'hui dans le monde, hein, même dans les jeunes, les adolescents avec des jupes, des trucs moulants, les ventres à l'air et tout. Mais faut surtout pas y penser. Ouais, Enfin bon, les perroquets, ils se font beaux, bah, c'est pour s'accoupler, pour se reproduire, bien quoi. sûr. Alors que là, quel est le but si ce n'est de tenter de. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je considère ça vraiment comme une forme d'hypocrisie, parfois certainement involontaire de la part de beaucoup, mais derrière tout ça, il y a quelque chose pour créer des addictions et du business. Je suis désolé, quoi. C'est toujours ce manque de désintéressement qui produit tout ça. Et quand on voit à quoi est utilisé l'IA, YouTube et autres, ben, il y a quand même une proportion non négligeable pour des choses hypocrite, enfin complètement futile de ce genre, quoi. C'est le reflet de Et la souvent société, hein. des choses mensongères, inventées, etc. C'est le Après, reflet de la société. Charles, pour rebondir sur dont on parlait sur la Bible, perso, j'ai aucun mérite, hein. C'est parce que j'ai été élevé dans un milieu protestant. Et donc, dans le protestantisme, on est Je dis plus, hein. extrêmement C'est attaché à la vrai. Bible. Et c'est d'ailleurs l'origine de la réforme, hein, puisque Martin Luther a dit, mais écoutez, Martin Luther était catholique, il était moine, hein. Et donc, à un moment donné, il a dit, non, mais attendez, entre ce que vous faites et ce qu'il y a de marqué, là, il y a un gouffre, hein. Donc, c'est pour ça il a dit, moi, je me fie, entre guillemets, j'ai beaucoup plus confiance dans le témoignage des apôtres que dans tout ce que vous pouvez me dire. Et d'ailleurs, Martin Luther n'a jamais voulu quitter l'Église catholique. Il a été viré, hein, parce que justement, il était plus attaché au témoignage des évangiles qu'au barnum de l'Église catholique, hein, avec ces histoires d'indulgence et de choses comme ça. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça. Et pendant des années, on avait animé des groupes d'études bibliques œcuméniques, hein. Il y avait des catholiques, il y avait des protestants, il y avait des voilà. Et c'était super intéressant, quoi, parce que bien souvent, là aussi, les gens découvraient le texte, quoi. Leur foi était basée sur la Bible qu'ils ne connaissaient pas. Donc, voilà. Mais voilà, quoi. Je suis un peu piqué, Franck, parce qu'il y a Didier qui avait levé la main, il l'a rebaissé depuis, Ah, excuse-moi. donc on lui a pas donné la parole Ouais, encore. désolé. Non, mais c'est pas grave, hein. Simplement, moi, j'avais pris un certain nombre de petites notes pendant que tu parlais, Charles. Et donc, c'était juste pour. Bon, après, le temps a passé, donc je vais essayer d'être très, très rapide. Par rapport aux sœurs Fox, le fait qu'elles se sont rétractées et puis qu'elles auraient pu tricher, juste pour dire que c'est la même chose en science, hein. J'ai l'impression que les gens qui ne sont pas dans la science ont une vision un peu trop merveilleuse de la science. La science est faite par des hommes qui ont des égaux. Et donc, de la triche en science, on en a plein. Comment on triche en science? En faisant du cherry picking sur les données, par exemple. Voilà. Et il y a du business derrière aussi, hein. Ouais. Mais il y a du Du business, il y a une carrière. financement. Voilà. Donc, en gros, ce qui se passe, pour vous expliquer, un scientifique, à un moment donné, il va prendre position pour certaines théories. Voilà. Et puis, en fait, il va mettre sa carrière et tout son temps à démontrer qu'il a raison, qu'il a fait le bon choix. Voilà, c'est ça la science, malheureusement. Le truc, c'est que évidemment, ces gens se fightent les uns les autres. Et puis, à un moment donné, il y a l'expérience qui va démontrer qu'un clan, parce qu'on parle de clan, hein, c'est presque mafieux, hein, un clan va gagner. Et c'est comme ça que la science progresse, simplement. Mais voilà, de la triche, il y en a. Un cas de rétractation en science hyper connu, c'est évidemment celui de Galilée. Galilée aussi, pourtant il avait raison. Sous la pression d'Église, pour ne pas se retrouver sur le barbecue, s'est rétracté. Donc voilà, je peux imaginer très facilement que des gens qui ont des facultés, on va dire, que ça devient public, vont être très vite tentés d'en faire de l'argent. Et une fois qu'on fait de l'argent, il faut un résultat. Et une fois qu'il faut un résultat, le jour où ça ne marche pas, eh ben, on va frauder. Donc voilà, moi, c'est l'être humain qui est comme ça, malheureusement. Et je ne pense pas que les médiums sont des meilleurs gens que les autres, hein. Je pense que c'est des gens, moralement,
aussi bon ou aussi mauvais, en moyenne, on a affaire au même genre. Tout comme le scientifique n'est pas moralement plus élevé qu'un autre. Hein. Donc voilà, je pense que ça explique beaucoup de choses déjà. Autre chose, j'ai aussi l'impression quand je lis Kardec, et même quand j'assiste à ces réunions ici, ou à d'autres réunions, hein, de même genre, qu'il y a une espèce de volonté de convaincre les gens de l'existence des esprits, tout ça. Ça ne marchera pas. Les faits, en tant qu'étape qui bouge, les faits, la raison, ne vont convaincre personne qui a une forte opinion. Si je crois en quelque chose, on aura beau me montrer n'importe quoi, pour la plupart des gens, ça ne va rien changer. C'est contre-intuitif parce qu'on s'imagine que, mais si, les gens sont quand même, voilà, on est une espèce intelligente. En pratique, je vois que ça ne marche pas. C'est vrai. Quand on est convaincu que Dieu existe, si on démontre, voilà, on est convaincu. Si on est convaincu que Dieu n'existe pas, il n'existe pas. Si on est convaincu que la table bouge parce qu'il y a de la triche, parce qu'il y a de la magie, même si on n'arrive pas à le démontrer, c'est évident qu'il y a de la magie. D'après ces législations, pardon. S'il y a un truc, voilà. Si on est convaincu que la table ne peut pas bouger, c'est forcément qu'il y a un truc. Et ce n'est pas parce que je n'ai pas trouvé le truc qu'il n'y a pas de truc. Et voilà, ça s'arrête à ça. Donc, je pense aussi qu'il ne faut pas essayer de s'imaginer qu'on va convaincre quelqu'un. Voilà, non. Simplement pour moi, le spiritisme, et moi quand je dis spiritisme, c'est au sens généralisé, hein, étendu. Ce n'est pas juste les écrits de Kardec, de Léon Denis, peut-être de Chico Xavier. C'est cette hypothèse, on va dire, de l'existence d'un esprit, la possibilité de communiquer avec, la possibilité qu'il y a pour le monde spirituel d'interagir dans le monde matériel. C'est ça que j'appelle le spiritisme pour moi. Donc c'est un peu plus là. Simplement pour moi, ça donne... Pardon? Le spiritualisme. Mais même plus, parce que je pense que c'est... Voilà, je n'ai pas trop avec les écrits de Kardec, mais Kardec ne parlait pas d'EMI, par exemple. Voilà. Non, mais, oui, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. C'est ça. Mais donc, moi, je vais rajouter dans mon spiritisme à moi des phénomènes comme les EMI. Tu vois, c'est ça que je veux dire, un spiritisme généralisé. Mais donc, en gros, pour moi, ça donne une explication qui me semble être très cohérente et qui explique beaucoup de phénomènes. Si je n'ai pas cette explication-là, il me manque... Je dois trouver plein d'explications différentes pour plein de phénomènes qui apparemment sont différents. Et c'est le cas probablement des parapsychologues, qui pourraient étudier chaque phénomène, mais un peu séparément. Et alors, juste un autre truc, après je l'ai terminé, à propos de l'illusivité. Tous ces phénomènes m'ont l'air effectivement illusifs. Il y a d'autres phénomènes comme ça un peu bizarres que je trouve. Les apparitions religieuses, par exemple comme les apparitions dites mariales. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Je ne vais pas dire que c'est Marie qui apparaît. Je n'en sais strictement rien. Peut-être ou pas, je n'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est que ces phénomènes apparaissent toujours. Allez, comment je peux exprimer ça? Voilà. Et, typiquement, ça va être des enfants, une petite bergère, des petits-enfants. Est-ce que Dieu, pour dire non, mais je suis là, il y a quelque chose, doit envoyer Marie se faire apparaître à des petits-enfants? Pourquoi ils n'apparaissent pas à des gens qui sont capables de dialoguer avec ça? Les UAP, donc les fameux ovnis, c'est un peu la même chose. Ils apparaissent, mais à des gens normaux. Ils apparaissent pas, ils apparaissent tout en voulant se cacher. Et donc, je pense que ce phénomène d'illusivité est beaucoup plus général, est assez général dans tous ces phénomènes dits anormaux, mais qui pour moi font partie de la nature. Donc, ils sont juste anormaux parce qu'on ne les connaît pas. Tout comme il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois qu'il y a 150 ans, les pierres qui tombent du ciel, ça n'existait pas. C'est un phénomène anormal. Depuis, on sait que les météorites, ça existe. C'est devenu normal. Voilà. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire parce qu'il est déjà très tard. Merci Didier pour tous ces éléments complémentaires. Et c'est vrai que l'élusivité, j'y réfléchis. Hein, j'ai pas encore, j'ai trouvé peut-être dans un cas ou l'autre une explication spirit forte, mais je pense que c'est plus compliqué que ce que je pense que ça. Voilà. Donc, il faut continuer à réfléchir effectivement. Et puis là, vous venez de donner des pistes de réflexion intéressantes. Il y a un Français qui a écrit un livre, je pense, qui s'appelle The Trickster. Donc, il y a l'hypothèse du Trickster. Tu connais ça? Il y a tout un chapitre là-dessus dans le bouquin. Ben voilà. Mais bon, j'ai aussi trouvé un peu... Il faudra peut-être que je le relise un peu, parce que c'est un chapitre qui ne m'avait pas trop... J'avais trouvé ça quand même un peu à la limite de la science-fiction ou du loufoque, quoi. Mais effectivement, c'est là-dedans, on trouve qu'il y a quelques éléments.
Bon, bah écoutez, la Charles, semaine prochaine, oui, je te fais voir le livre dont je te parlais la dernière fois, qui s'appelle Dieu, la contre-enquête, qui est la ah oui, réponse au livre de Bolloré, là. Donc, d'accord. et là, pour le coup, ce sont des scientifiques dans une édition scientifique et qui montrent en fait qu'on ne peut pas utiliser la science à des fins pour prouver le Ouais. spirituel, quoi. Ben, c'est un peu ce que disait Didier, quoi. C'est-à-dire que celui qui est convaincu que Dieu n'existe, qui suit l'exemple que Dieu n'existe pas, il trouvera toujours des arguments pour démonter les arguments de celui qui essaie de démontrer le contraire, quoi. Oui, C'est, mais à la limite, ça va même un peu plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il va reprendre tous les arguments, hein, le réglage fin, les trucs comme ça, la preuve cosmologique, le principe de parcimonie, le statut de la croyance. Enfin, il va reprendre quasiment tous les chapitres en disant que c'est pas un problème, mais que la science n'est pas là pour prouver quelque chose qui ne relève pas de son domaine. C'est ça le truc. C'est surtout ça, que c'est, ça c'est- et que de toute façon les gens vont l'avaler parce qu'ils vont jamais aller vérifier, effectivement. Et ce qu'il y a de bien avec ce livre, c'est que, alors certes, c'est fait par aussi une équipe de scientifiques, mais aussi de zététiciens, qui remettent un peu les pendules à l'heure sur finalement ce que l'on sait sur un plan scientifique, sur la formation de l'univers, sur des choses comme ça, mais qu'on ne peut absolument pas franchir le pas pour justifier l'existence de Dieu sur des données euh, qui n'ont rien à voir finalement avec Dieu, quoi. Et c'est pas un livre méchant, hein. C'est pas un livre à charge. C'est simplement un livre qui va montrer qu'il y a un problème. Il y a un problème. Euh, voilà. moi, je pense que Kardec, il disait déjà ça. Il dit le spiritisme n'est pas du ressort de la science. Mm. Hein, et là, tu viens de dire, il ne faut pas se demander à la science de prouver quelque chose qui n'est pas de son ressort, l'existence de Dieu, par exemple. Donc, c'est tout à fait compatible avec ce qu'avait déjà dit Kardec. Et comme je vous l'avais certainement déjà dit, Kardec, il a pris de la science uniquement la méthodologie. Hein. Il y a des choses de la science, par exemple l'athéisme, l'orgueil qu'on peut retrouver dans les milieux scientifiques, etc. Ça, il l'a laissé de côté. Il a pris que la méthode. Hein. Et des religions, il a pris que les lois morales. Et c'est ça qu'il a mis ensemble dans le spiritisme. Il n'a pas cherché à concilier la science avec la religion, parce que c'est vrai que ce livre peut être vu comme une tentative dans ce sens, et puis ça, ben, ça marchera, entre guillemets, ça marchera jamais, quoi. Euh, l'écart, il est trop grand, hein, mais le fait qu'ils reconnaissent quand même que la notion de Dieu, c'est pas du ressort de la science, c'est déjà une bonne chose, tu vois. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui la science, c'est encore avec des limites, aussi bien dans les protocoles, dans les méthodes et dans le paradigme, qui sont imprégné du matérialisme. Hein. Et pour avoir cette ouverture au paradigme spiritualiste, tu peux pas chercher ce que les parapsychologues essayent de faire, à répéter les phénomènes, à prouver le psy en utilisant ou même la philosophie qui cherche à expliquer l'ontologie et tout ça, elle est trop marquée par ce paradigme matérialiste. Et elle Oui, n'a pas ni la science ni la philosophie d'aujourd'hui, mainstream, n'ont les capacités de pouvoir entrer dans un domaine comme les questions du spiritisme, l'existence de l'âme, la communicabilité et tout ça, parce qu'il y a des blocages fondamentaux, même au niveau de la manière dont ils raisonnent, tu vois. oui. Alors, le fait de le reconnaître, c'est déjà une bonne chose. Ouais. Parce que Mais je le changement pense de que paradigme, comme le disait Kuhn, c'est vraiment il faut qu'il y ait une révolution, quoi. Hein. ouais. Et donc là, c'est des changements profonds. Et on l'a vu avec Einstein. Hein. Einstein, je crois que c'est que dans les années 1920, donc 20 ans après sa théorie de la relativité, son premier papier, que ça a commencé à être accepté et enseigné dans les universités en France. Hein. Il y a eu une résistance féroce au début contre ce changement. Et Mais pourtant, c'est une révolution, je dirais, un peu mineure. Hein. C'est quand même bon, un complément qui est venu se faire par rapport à la physique classique.
Ouais, mais je pense, Charles, enfin, Didier, corrige-moi si je me trompe, mais je crois que la science ne peut s'adresser qu'à la matière. La science est matérialiste par essence dans la mesure où elle ne peut étudier des phénomènes objectivables, mesurables. Même l'énergie est une matière, est une forme de matière. Enfin, Einstein l'a montré. Les Quand on parle propriétés de la matière, ouais. Oui, mais elle est quantifiable en tout cas. C'est ça. Et donc la science ne peut s'adresser qu'à qu'à une forme de matière. C'est ça. C'est la Elle n'est raison pas pour bien laquelle, placée pour étudier les questions de l'âme. Alors voilà, après, il faut se méfier du mot énergie, parce que les spiritualistes utilisent beaucoup le mot énergie dans un sens différent que les thermodynamiciens ou que les scientifiques, hein, c'est clair. Donc il y a énergie et énergie. Mais et après, il y a aussi la question de preuve. Là, par exemple, là, ils ont mis l'adjectif scientifique dans le titre du bouquin. Qu'est-ce que ça veut dire scientifique? Hein, j'en ai plein des bouquins comme ça. Il y a lui qui est gentil aussi. Hein, hein. Hop. On voit pas. Voilà. Voilà. Non, non, c'est bon. ouais, Ouais. Voyez? Les preuves scientifiques. ouais, ça fait Pour moi, bien. les preuves scientifiques, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Parce que déjà, une preuve, ça n'existe pas, si on l'entend comme étant une preuve absolue. Et après, l'adjectif scientifique, il est utilisé à tout va. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont dites scientifiques et qui n'ont absolument pas les caractéristiques d'une science. Hein. Donc, c'est quelque chose qui fait vendre des bouquins. Hein, mais ce n'est pas quelque chose tu vois, les Bolloré, bon, c'est vrai que leur étude est quand même assez intéressante, mais quand ils parlent de preuves, et puis d'ailleurs ils le disent, hein, au début, quand ils parlent de la preuve, ils disent la preuve absolue n'existe pas, on parle plutôt de convergence de preuves. Hein. Donc je pense que ce sont, alors je ne connais pas ce livre-là, mais je vais certainement l'acheter pour regarder effectivement qu'est-ce qu'ils répondent. Mais le spiritisme, en fait, c'est vrai que, bon, si on est là, nous, c'est parce qu'on a tous soit une conviction qui est venue, je dirais, au sein de notre âme, peut-être même déjà d'une vie antérieure, soit parce qu'on a eu un vécu subjectif qui nous a convaincus et dans lequel on a trouvé des explications rationnelles dans le spiritisme. Voilà, mais le fait pour changer une idée reçue, c'est quelque chose qui est très difficile et très lent. Hein. Ça se fait rarement dans une vie. C'est peut-être un peu difficile à dire comme ça, c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais effectivement, moi, utiliser les mots preuve, les mots scientifiques pour essayer de convaincre, pour moi, effectivement, ça ne sert à rien. Mais Charles, il me semble que, alors vous avez tout à fait raison, de toute façon qu'un scientifique ne peut pas résoudre un problème spiritualiste puisqu'on est à deux mondes opposés. Hein. On sait bien que le spiritualisme est à Ils ne sont pas l'antipode opposés, hein, ils sont du complémentaires. matérialisme, mais euh, il me semble, hein, je ne suis pas sûr, que les esprits eux-mêmes dans le livre des esprits ne peuvent pas décrire ce qu'est Dieu. Qui est Dieu? Personne ne l'a jamais vu. Donc même un Pas de spiritualiste Dieu. ne peut pas résoudre le problème. Enfin, le problème, si on peut appeler ça un problème. Mais on ne peut pas rendre quelque chose matériel, quelque chose qui est immatériel de toute façon. Donc, attendre une preuve scientifique sur le spiritualisme ou sur l'existence de Dieu me fait doucement rire. Mais Christophe, je corrige un peu ce que tu disais. Il Oui, existe des scientifiques mainstream qui sont spiritualistes. Ça oui, existe. Hein. d'accord, oui. C'est pas la Il y a de majorité, mais l'ouverture. ça existe. Il y a de l'ouverture, bien sûr. Mais les esprits eux-mêmes, dans le livre de Kardec, donc à l'époque de cette grande révélation, ne disent où il est, on n'en sait rien. À quoi il ressemble, on n'en sait rien. C'est pas le but premier de la chose, de toute façon. C'était un et on n'a pas les moyens de comprendre encore pour Hum, l'instant. C'est ça. c'est ça. Voilà. Voilà, ben, écoutez, j'ai de nouveau abusé de votre temps, j'en suis désolé. Donc, je propose qu'on s'arrête là. La semaine prochaine, on verra donc un peu plus qui était Alan Kardec, hein, qu'est-ce qu'il était avant d'être Alan Kardec et qu'est-ce qui peut expliquer qu'il en soit venu à accomplir ce genre de mission. Hein. Et c'est donc
suivante qu'on verra un peu plus quelle est la méthodologie et les critères qu'il a utilisés dans son travail. Voilà, et pour aujourd'hui, moi je vous propose qu'on s'arrête là. On va remercier encore une fois les bons esprits qui étaient là avec nous, nos guides spirituels pour faciliter, encourager tous ces échanges qui sont toujours enrichissants et que cela puisse nous aider justement dans notre cheminement pour devenir chaque jour un peu meilleur que la veille. Voilà, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et je vous dis à bientôt. À cet après-midi pour Merci. le... Après-midi, ouais, pour ceux qui veulent participer au Léon Denis. Oui, merci. Ok. Bonne journée à tout le Bon monde. dimanche. Au revoir. Merci Bon Charles. dimanche. Ouais. À Merci à bientôt. tous. Bon dimanche. J'arrive pas à quitter. La souris qui fonctionne